Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inductivisme. L'inductivisme est une position épistémique disant que la bonne manière d'acquérir des connaissances scientifiques doit se fonder sur les inductions. L'idée de base est très simple. On a d'une part des faits expérimentaux et on veut aboutir à des prédictions issues de théories. Pour ce faire, il faut faire des inductions pour passer des faits aux théories, c'est-à-dire à partir d'un nombre fini d'exemples en déduire une loi générale. Ensuite, une fois que nous avons nos théories, nous pouvons faire des déductions pour en déduire les prédictions de la théorie. Les déductions font partie de la logique. Elles disent que si les prémices sont vraies, ici les théories, alors les conséquences, ici les prédictions, sont vraies. Et c'est par l'induction que l'on veut montrer que les théories sont vraies. Pour un inductiviste, la vérité ne tient pas de la logique mais de l'expérience. Pour comprendre l'inductivisme, nous pourrons parler d'un jeu de cartes nommé Éleusis. Il y a un maître du jeu qui invente une règle d'acceptation des cartes. On a chacun des cartes dans la main et on pose les cartes chacun à son tour et le maître du jeu nous dit si nos cartes sont acceptées ou non. Si votre carte est acceptée, alors vous la posez et sinon vous récupérez le double de cartes dans votre main. L'objectif pour chaque joueur est de ne plus avoir de cartes dans sa main. Si vous pensez qu'aucune de vos cartes ne sont posables, vous pouvez le dire. Si vous avez raison, vous gagnez, sinon vous récupérez le double de cartes. La stratégie consiste à utiliser les cartes du passé, acceptées ou refusées, et par une induction en déduire la théorie, ici la règle du jeu, et par une déduction en déduire quelles cartes de votre main peuvent être posées. L'idée derrière l'inductivisme est que grâce aux faits objectifs, la science acquiert elle-même une objectivité. Cependant, tout ensemble d'énoncés singuliers ne peuvent pas se généraliser directement en énoncés universels. Pour le faire, il faut que le nombre d'énoncés d'observations soit élevé. Les observations doivent être répétées dans une grande variété de conditions et aucun énoncé d'observation accepté doit entrer en conflit avec la loi universelle qui en est dérivée. La première condition est nécessaire, car si on a peu d'exemples, alors on ne peut pas savoir si c'est un échantillon particulier qui nous donne cet effet. Par exemple, il serait illégitime de dire que tous les Brestois sont alcooliques parce que nous avons rencontré un unique Brestois et qu'il était alcoolique. La deuxième condition est très importante aussi. Sinon, si vous voyez souvent le même Brestois alcoolique, vous devriez pouvoir généraliser, ce qui est absurde. La troisième est une conséquence de l'universalisation. Si un énoncé est universel, alors il s'applique à tous les exemples, ce qui devient en prenant la contraposée. Si un exemple ne satisfait pas un énoncé, alors l'énoncé n'est pas universel. Pour le reformuler, si un grand nombre de A ont été observés dans des circonstances très variées, et si l'on observe que tous les A sans exception possèdent la propriété B, alors tous les A ont la propriété B. Dans cette vision, plus les expériences s'accumulent et plus les énoncés peuvent se généraliser, ce qui fait que la science avance de manière continue. L'inductivisme est très attrayant de la manière dont je l'ai décrite, car on y dépeint une science objective, capable de prédiction. Mais nous pourrions nous demander comment justifier l'inductivisme. D'un point de vue logique, nous ne pouvons pas trouver de solution, car un argument logique doit assurer que si les prémices sont vraies, alors la conclusion est vraie. Mais il reste possible que j'observe un grand nombre de A dans des circonstances très variées, que tous les A observés sans exception possèdent la propriété B, sans que tous les A aient la propriété B. Par exemple, si j'observe NA avec la propriété B, mais que la probabilité pour qu'un A n'ait pas la probabilité B soit de 1 sur 1000 n. Alors la conclusion générale sera fausse, mais mon observation pas étonnante. Un exemple où l'induction se trompe correspond à la dinde de Russell. Dès le matin de son arrivée dans une ferme, une dinde s'aperçut qu'elle était systématiquement nourrie à 9 heures du matin. Cependant, en bonne inductiviste, elle ne conclut pas trop vite. Mais au bout d'un grand nombre de jours avec des conditions très différentes par la météo par exemple, chaque jour elle ajoutait un nouveau fait à sa liste. Et au bout d'un moment, elle conclut à son induction. Je suis nourrie tous les matins à 9 heures. Hélas, cette conclusion se révéla fausse une veille de Noël où au lieu d'être nourrie, on lui trancha la gorge. Par conséquent, pour justifier l'inductivisme, on doit passer par l'expérience. Or, cela semble être une bonne idée puisque dans le passé, nous avons observé un très grand nombre de fois l'inductivisme dans des cas variés et il semble que l'induction fonctionne. Sauf que cette justification de l'induction est totalement inacceptable, car elle fait une induction pour prouver les inductions. Mais supposer les inductions pour prouver les inductions n'est pas acceptable. Cela montre au mieux que l'inductivisme est cohérent, mais ne le justifie pas. Une manière de rendre l'inductivisme moins naïf est de dire que ce n'est pas parce qu'on a observé un grand nombre varié de A avec la propriété B que tous les A ont la propriété B, mais on peut dire que la probabilité pour que tous les A aient la propriété B augmente. Sauf que cette vision est très difficile à justifier, car les énoncés universaux portent une infinité indénombrable de cas, alors que les observations sont finies, ce qui fait qu'ils sont négligeables devant ce que l'on cherche pour une vérité universelle, ce qui ne doit pas changer la probabilité. Sauf bien sûr pour les énoncés universaux qui ont des contre-exemples, où la probabilité devient nulle. On pourrait donc parler des probabilités pas pour les énoncés généraux, mais par rapport aux prédictions elles-mêmes.
ce qui pose tout de même des problèmes pour l'inductivisme qui voulait justifier les théories scientifiques et pas uniquement les prédictions scientifiques. Outre ces problèmes de justification de l'induction, l'inductivisme possède des problèmes par rapport au côté flou du grand nombre d'observations. Comment justifier à partir de combien de cas on peut conclure? Demander un nombre exact est bien évidemment ridicule, car on tomberait dans un paradoxe saurite, comme par exemple le paradoxe du temps. Mais entre plusieurs problèmes, le nombre de cas doit être très différent. Parfois, même avec un nombre faible de cas, on peut juger du côté universel. Par exemple, il a suffi de 2 bombes atomiques lancées au Japon pour savoir que les armes atomiques sont très dangereuses. Un autre problème de l'inductivisme est de savoir ce que signifient des cas variés, car cela pose la question de savoir quelles sont les variables importantes. Par exemple, quand on cherche le point d'ébullition de l'eau, il est important de faire varier sa température, sa pression, sa pureté. Mais est-ce que la méthode pour chauffer l'eau est importante, ou l'heure de la journée, ou le nombre de personnes à côté de l'eau? Les premières sont importantes et pas les deuxièmes. Mais comment le savoir? La question est importante car le nombre de variables peut être très grand, comme la forme du contenant ou sa couleur. Une chose importante à remarquer est que les variables significatives se distinguent des variables superflues lorsque nous recouvrons à notre connaissance théorique de la situation et des types de mécanismes physiques qui y opèrent. C'est parce que nous avons déjà une certaine connaissance théorique de l'eau et de l'ébullition que nous avons une idée des variables importantes. C'est exactement le même problème pour déterminer le nombre d'observations importantes. C'est parce que nous avons déjà une connaissance théorique de certains sujets que nous savons au bout de combien d'observations nous pouvons conclure. Mais admettre cela est très problématique pour l'inductivisme, car on dit qu'il faut des théories pour comprendre les faits. Les faits bruts et objectifs n'existent pas, ce qui fait que l'objectivité de la science par l'inductivisme est sérieusement remise en question. Par exemple, supposons que je fasse une expérience. La question est-ce qu'il est possible de refaire la même expérience? Intuitivement, oui, on reproduit tous les paramètres à l'identique. Mais il existe un paramètre qu'il est impossible de remettre à l'identique, c'est le temps. La deuxième expérience est forcément après la première. En général, cela n'est pas considéré comme problématique, car on considère que les lois physiques ne changent pas au fil du temps. Mais ceci n'est pas une observation, mais une théorie. La vision naïve de l'inductivisme, disant que le scientifique ne doit pas avoir d'a priori, qu'il doit regarder les faits rien que les faits, n'est visiblement pas possible. Il faut avoir des idées théoriques préalables pour pouvoir faire de l'inductivisme. Pour montrer le côté subjectif de la science et le fait que les théories précèdent l'expérience, on peut dire qu'en science, la question de savoir quoi observer est très importante. Le choix de quoi observer conditionne les avancées. Or, c'est par nos théories actuelles que nous choisissons quoi observer. Donc, la théorie précède bien les observations. C'est parce que je pense observer quelque chose que je fais une expérience. Aujourd'hui, toutes les expériences en physique des particules sont créées par rapport aux théories préexistantes. De plus, lorsque l'on fait une observation à partir d'un instrument, la mesure présuppose des théories qui sont celles expliquant la manière dont les instruments fonctionnent. L'inductivisme souhaite mettre une nette distinction entre les observations directes et les théories, dont ils espèrent qu'elle va être un solide fondement de la connaissance scientifique. Les défenseurs de cette idée sont les logico-positivistes, qui considèrent en plus des preuves empiriques la légitimité des preuves logiques. Mais le problème est que la distinction nette entre observation et théorie n'a pas de sens dans la mesure où toute observation doit être décrite dans un langage pour être communicable. Or, dès que l'on passe au langage, on a des théories préexistantes, ce ne sont pas des faits bruts. Un autre problème avec l'inductivisme est qu'il semble dire que les observations sont suffisantes pour déterminer les bonnes théories, ce qui est totalement faux. Il y a une infinité de théories compatibles avec un nombre fini d'observations. Pour ne prendre qu'un exemple frappant, imaginons que vous ayez une série finie de nombres et que vous devez trouver le prochain nombre. La méthode en général est d'essayer de trouver la règle de construction des nombres, puis d'utiliser cette règle pour en déduire le prochain. Prenons un exemple. Si j'ai la suite 1, 2, 4, 8, 16, comment la compléter? J'imagine qu'assez rapidement, vous avez pensé que c'est la suite des puissances de 2, donc vous voudriez la poursuivre par 32. Mais imaginons que la construction n'était pas celle-là. Prenons un gâteau et mettons un point sur le bord. Il y a une part. Mettons un deuxième point et coupons entre ces deux points. Il y a deux parts. Mettons un troisième point et coupons pour relier les points. On obtient 4 morceaux. Pour un quatrième point, 8 morceaux. Et pour un cinquième point, 16 morceaux. On a bien obtenu la suite 1, 2, 4, 8, 16. Mettons maintenant un sixième point et on obtient 31 morceaux et pas 32. Il y a deux manières de continuer la suite. Laquelle est la bonne? Si on a l'habitude de traiter des nombres de parts de gâteau, alors la réponse 31 est claire. Et si on a l'habitude de faire des maths classiques, alors 32 devrait être la bonne réponse. L'induction que l'on fait dépend de nos habitudes. C'est parce que nous avons l'habitude des puissances de 2 que nous la reconnaissons directement. Mais si je vous avais montré les puissances de 17 par exemple, vous ne l'auriez pas du tout reconnu, parce que vous n'y êtes pas habitué. Un autre problème de l'inductivisme est qu'il existe bien d'autres manières de construire une théorie que par induction.
La théorie peut apparaître comme un éclair de génie, comme avec la gravitation universelle de Newton, par accident comme la découverte des rayons X de Röntgen, mais il est possible de défendre l'inductivisme en disant que même dans ce cas, il faut tester la théorie, et pour ce faire, il faut un grand nombre de tests variés, ce qui entre dans la méthodologie inductiviste. La séparation entre le mode de découverte et le mode de justification permet aux inductivistes d'échapper à beaucoup de critiques. D'une part, cela montre que la science n'avance pas de manière continue, mais il peut y avoir des révolutions. Mais d'une autre part, cette nouvelle version de l'inductivisme peut tout de même être questionnée. Dans une théorie purement intellectuelle comme la relativité générale, une fois les preuves expérimentales trouvées, la théorie garde une aura forte, ce qui est difficile à justifier dans l'inductivisme où c'est l'observation seule qui tranche et pas le passé de la théorie. Pour conclure, il y a évidemment de bonnes choses dans l'inductivisme, mais pour beaucoup de philosophes des sciences, il existe des visions de la science bien meilleures qui seront décrites dans les prochaines vidéos. Lakatos, que nous verrons dans une future vidéo, a d'ailleurs qualifié l'inductivisme de programme en voie de dégénérescence.